coup, peut-être certains étaient là un peu plus d'1 an. La dernière fois que je suis venu à Cocottes Paris, c'était chez Dashlane à l'époque pour une presse sur Async Await. Et du coup, c'est la suite. J'ai vraiment pris les mêmes slides et je suis reparti de là. Donc, ceux qui ont quelques vagues souvenirs, peut-être ça va vous rappeler un peu ce que vous aviez vu. Et donc, ce soir, je vais vous parler de Async Algorithms, qui est un nouveau, pas vraiment un nouveau framework, un nouveau package Swift fourni par Apple et parler un peu de est-ce que ça pourrait être une alternative à Combine, oui ou non. Et avant que je change de slide aussi, je travaille pour Photoroom et je vous en reparlerai très rapidement à la toute fin. Donc Swift Algorithms, c'est un package Swift qui est open source, qui a été lancé fin mars 2022 et annoncé dans les sessions de la WWDC au mois de juin. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la motivation de ce package, la première phrase nous dit Async Algorithms is a package for algorithms that work with values over time. Et normalement, cette phrase, elle peut rappeler un petit peu des choses. Normalement, la fin peut rappeler un peu des choses qui est en italique, puisque si on regarde Combine, Overview, the Combine Framework provides a declarative Swift API for processing values over time. Il y a un petit peu le côté, à la fin, il n'en restera plus qu'un, forcément. Et donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est à quoi ressemble déjà Async Algorithms, parce que je pense peu de gens l'utilisent aujourd'hui en production, c'est assez nouveau. Voir comment on passe un code Combine à Async Algorithms, est-ce que c'est bien ou pas, avantage, inconvénient, est-ce que c'est mature, est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on prend un code écrit en Combine pour le passer dans Async Algorithms? Donc, j'ai essayé d'implémenter ce qui est un peu le cas qu'on voit souvent dans les librairies comme RxSwift, je crois, ça dans son README, l'écran de login, on a un username, non pas l'écran de login, l'écran de sign-up plutôt que login, où on a username, password confirmation, et on a une règle métier qui dit il faut avoir un username décrit, un password décrit, et que le password soit égal au password confirmation. Donc en Combine, ça, je pense, quelque chose qui est aujourd'hui assez familier. On a un objet qui implémente Observable Object. On a les propriétés add_publish, quand elles sont modifiées, vont venir régénérer une vue. On a un publisher combine latest pour combiner nos 3 publishers et implémenter la règle métier qui est que username ne doit pas être empty, password doit pas être empty et password doit être égal à confirmation. On prend le résultat de ça et on l'affecte dans can login qui va venir jouer sur l'état enabled d'un bouton de login et un bouton plutôt de sign up que de login. Donc c'est le bouton qu'on va essayer de passer dans Async Algorithms. J'avais préparé des petits highlights et j'ai oublié que j'avais préparé. Je passe là-dessus. Et voilà à quoi c'est dans Async Algorithms. On va le faire étape par étape pour vraiment voir un peu ce qui a changé sur les différentes parties. D'abord, sur l'entête de la classe. On peut voir qu'il y a une petite nouveauté. La notation @MainActor, qui est en Swift, que Swift appelle un global actor. Pour la faire simple, c'est une notation qu'on peut ajouter à un type et qui va permettre au compilateur de lui dire que dès qu'on utilise du async await et qu'on touche à cet objet, on passe sur le main thread. C'est ce qui va éviter des erreurs type on a essayé de setter une valeur à une propriété published depuis un thread qui n'est pas le main thread, donc on a touché à lui depuis l'extérieur du main thread et donc on a un crash. Donc pour éviter ça, c'est très bien fait, c'est déclaratif, @MainActor et ça fonctionne. Par contre, ça ne fonctionne que pour du code qui utilise Swift Concurrency, donc du code completion handler, ça ne fera aucun effet. Du code combine, il n'y aura aucun effet. Il y a même des petits cas aussi où ça n'a pas d'effet, du genre des keepaf ou quoi, et c'est pas documenté, ça malheureusement. Il y a des gens qui l'ont listé, mais Apple ne le documente pas. Et en tout cas, ça marche pour la plupart des cas. Donc c'est la différence au niveau de la déclaration de la classe. Ensuite, au niveau de la déclaration du state, de l'état qui est dans notre classe. Là, ce qui est intéressant, c'est que absolument rien n'a changé. On peut toujours continuer à utiliser @published. En fait, on va voir pourquoi juste après. Mais du coup, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que si on veut convertir un view model ou un présenteur sur l'architecture qu'on a de Combine vers Async Algorithms, on n'a pas besoin de changer l'interface vers la vue SwiftUI. C'est plutôt une bonne chose. On peut faire ce passage-là de façon progressive, en étant complètement indépendant de la vue. Donc ça, quand même, plutôt point très positif pour une adoption éventuelle d'Async Algorithms. Ensuite, on continue un petit peu. La façon dont on vient combiner les différents flux de valeurs, les flux de values over time. Donc on peut voir que j'utilise une fonction globale, combine latest, qui est simplement l'équivalent du publisher.combine latest free
de combine. Donc la syntaxe est un petit peu différente, mais l'idée reste exactement la même. On vient combiner 3 flux en disant dès qu'il y a une nouvelle valeur dans un des flux, eh ben, on émet un tuple avec les 3 valeurs des 3 flux à l'instant T. Ce qui est intéressant, c'est le publisher.values. Ça, c'est quelque chose qui est built-in dans Swift, peut-être même plus précisément dans Combine, dans Foundation. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, mais en tout cas, ça permet de transformer un publisher en un async publisher qui se conforme à async sequence. Et donc, on va pouvoir utiliser avec async algorithm. Donc ça, c'est fourni par défaut. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est iOS 15, cette propriété-là. Mais comme elle n'est pas très dure à coder, en fait, John Sandel a fait le petit bout de code qui permet de l'intégrer dans son projet. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'un publisher, on peut le transformer en async sequence. Vraiment, on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et on va arriver au plus gros changement qui est celui de la façon dont on observe au final la séquence, puisque là, on voit qu'on a complètement changé de paradigme. On n'est plus du tout dans une logique avec style functional reactive programming à la combine avec des opérateurs comme map, flatmap qui sont basés sur des closures. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, qui ressemble beaucoup plus à de l'impératif, à du code beaucoup plus classique, puisqu'on a cette syntaxe for await value in async sequence, qui est très simple, très similaire à une boucle for in. En fait, la seule différence, c'est qu'au lieu d'itérer sur une séquence, on itère sur une async sequence, ce qui veut dire qu'on a potentiellement ce que Swift appelle un suspend point, donc une pause avant d'avoir une nouvelle valeur de dispo, d'où le mot-clé await qu'on doit rajouter. Mais sinon, c'est une boucle for. Et si on préfère ce style-là, on peut considérer que c'est plus simple à lire une boucle for await in que des opérateurs map où il y a une notion de closure qui peut rajouter une petite difficulté, ou certaines personnes juste n'aiment pas du tout ce style d'écriture de code. Donc voilà à quoi ça ressemble de convertir un code combine à un code async algorithm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les idées restent quand même les mêmes. Si on sait faire du combine, on saura faire du async algorithm. Il n'y a pas tant de choses qui changent. La seule chose qui change, c'est au final le fait, je vais vous montrer, c'est que je crée une task dans mon init. Pourquoi je fais ça? Parce que je fais un for await in, donc j'écoute une séquence d'événements, et en fait, si je ne lançais pas ça dans une tâche, du coup, mon init ne terminerait jamais. Je bloquerai mon mindthread, et c'est évidemment pas du tout ce qu'on veut. Donc, une boucle for await in, la plupart du temps, on va vouloir la faire dans une tâche qui va se produire en arrière-plan, en gardant en tête que comme on a notre main actor, dès qu'on vient utiliser le résultat, on repasse automatiquement sur le main thread. Et donc, c'est ce que je vous disais. Comme la boucle for va venir continuellement écouter pour de nouveaux événements, on doit lancer dans une boucle, dans une task qui lui est propre. Sinon, on bloquerait le main thread pour toujours. Donc, bonne nouvelle, c'est plutôt simple de passer de combine à async algorithms. Évidemment, après la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui manque dans ce code. En tout cas, il y a un problème dans ce code. Alors, du coup, petite question pour l'audience. Voyez-vous un problème dans ce code? Alors, tu dis, quand est-ce que ça se termine? C'est un très bon point. C'est un très bon point. C'est une façon de le formuler. Alors, je ne me rappelle plus comment j'ai formulé moi. Donc, je vais avancer un petit peu dans les slides. C'est effectivement ça. C'est qu'il n'y a pas de code pour arrêter la tâche. Ce qui pourrait ne pas forcément être un si gros problème en soi si la tâche se terminait. Ici, normalement, la tâche a quand même une fin possible. C'est quand le viewModel n'existe plus. Le problème, c'est que la tâche capture le viewModel. Et donc, du coup, les instances de login viewModel vont effectivement fuiter. Donc, j'ai essayé de faire une petite navigation view où on push un écran et on le pop, et on le push et on le pop, et on a ça, du coup, qui en général n'est pas ce qu'on veut avoir. Donc, on a une fuite de mémoire. On remarque qu'il n'y a absolument aucun warning qui m'a indiqué une potentielle fuite de mémoire. Donc, déjà, peut-être, on va arriver à un des inconvénients de ce framework. Et du coup, il va falloir qu'on modifie notre code un petit peu. Jusqu'à présent, il était tout joli, tout beau, on n'avait rien en plus, c'était très lean cette approche. Malheureusement, ça ne va pas durer. Peut-être qu'on va pouvoir améliorer après, mais il va falloir que je rajoute tout ça. Donc, ma tâche, elle prend un weak self maintenant. Ensuite, je viens unwrapper tous les async publishers parce que du coup, self, point interrogation, ça fait un optionnel. Je combine la séquence et je fais ma boucle. Donc, avantage, ça ne fuit plus. Donc, le code est correct. Quand même un avantage intéressant. Inconvénient,
il y a beaucoup de boilerplate code quand même, et c'est un petit peu dommage. Alors l'avantage, c'est qu'on peut quand même améliorer ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires ici. Notamment, la façon dont on combine les séquences, on peut la faire en fait avant de créer la tâche. Il n'y a aucun problème à combiner les séquences, c'est une opération qui est purement déclarative. On pourrait dire tant qu'on n'utilise pas la séquence combinée, il se passe rien. Donc on peut venir créer une séquence combinée et ensuite seulement dans la tâche faire le with self, écouter la séquence combinée qui du coup elle ne dépend plus de self vu que c'est une variable locale de l'init et simplement on utilise le with self ici avec le self point d'interrogation. Donc on n'a plus de fuite de mémoire et on a un code qui est raisonnable en termes de boilerplate qu'on a dû ajouter. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire? Oui, on pourrait se demander aussi pourquoi est-ce que je crée une tâche dans mon init plutôt que d'utiliser le modifier task qui existe sur une vue et on va avoir une gestion du cycle de vue de la tâche. La raison, c'est que là, en fait, j'ai pris un cas simple où j'ai qu'une seule séquence à observer. Mais en général, il y en aura sûrement plus d'une à observer. Et donc, du coup, si on utilise le modifier task, on se retrouve en fait à devoir on devrait avoir soit un appel à un modifier task par séquence qu'on veut observer, ce qui n'est pas idéal et on sait qu'on va en oublier un, donc on peut oublier cette approche-là. Soit on fait une fonction qui crée toutes les tâches, mais dans ce compte-là, pourquoi au final avoir besoin de modifier task? On peut aussi le créer dans le init. Donc au final, il n'y a pas forcément une meilleure approche que les deux. Des fois, ça prend du sens de créer une observation dès le init. Des fois, avoir modifier task avec une tâche parent qui crée toutes les tâches enfants peut aussi avoir du sens. Mais en tout cas, ne pas se dire on va appeler un modifier task par boucle for awaiting, parce que là, du coup, on part dans une direction où évidemment, on sait qu'on n'en reviendra pas. Ensuite, est-ce qu'on est sûr que cette tâche va s'arrêter un jour en fait? Parce que, ok, il n'y a pas de fuite de mémoire, mais est-ce qu'on est sûr que cette tâche s'arrête un jour? Alors là, ça va être le cas parce que normalement, quand le view model ne sera plus en mémoire, normalement, ça devrait s'arrêter. La combine sequences devrait s'arrêter. Si on veut en être sûr, ou si on observe quelque chose qui est complètement indépendant, imaginons par exemple, on observe un passage du dark mode au light mode, on observe une notification, ça continuera à exister, le notification center, après que la vue ait disparu de la mémoire. Petite astuce, on peut rajouter, en fait, au début de la boucle for await, on peut faire tout simplement un petit guard let self else return. Comme ça, si jamais une valeur arrive, par exemple, fournie par une notification et le view model n'est plus en mémoire, du coup, on va venir arrêter la tâche. Alors peut-être un peu plus tard que ce qu'on aurait voulu, mais en tout cas, on va venir l'arrêter. Donc ça a l'avantage de fonctionner. Remarquez qu'on a bien un self qui existe ici, puisque j'ai fait un guard let self, mais que c'est une variable locale du for await. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vient l'idée de faire le guard let au niveau de la tâche, en fait, votre tâche possède self, et du coup, vous avez créé une fuite de mémoire, alors que vous avez bien fait le with self et le guard let. Donc, il y a des pièges dans ce async algorithms. Typiquement, en fait, il ne faut pas avoir un strong self en dehors de la boucle for await. Sinon, on sait qu'on va probablement avoir un problème. Ou bien une autre approche qui est marrante, si vous voulez gérer l'annulation de vos tasks, c'est d'utiliser any cancelable de Combine, puisque fondamentalement, any cancelable, c'est un objet qu'on vient lier à la durée de vie dans le view model. Et quand le view model est déinit, on déinit le any cancelable, il appelle une closure qui ferait un cancel de la task. Et donc, on peut créer un modifier sur task pour faire ma task as store in un set de any cancelable. Donny Valls a un article sur son blog. Je voulais bien citer les deux formateurs sans le vouloir. C'était pas prévu, mais c'est le cas. Et du coup, voilà, on peut aussi faire ça. Et en vrai, c'est pas forcément une mauvaise approche parce qu'elle a l'avantage au moins d'être battle tested et d'être fiable au final. Alors, dans un sync algorithme, il n'y a pas que ces algorithmes qui permettent au final, de répliquer les opérateurs de combine. Il y a aussi des choses qui sont assez nouvelles, qui n'ont pas forcément d'équivalent en combine, en tout cas pas d'équivalent à utiliser aussi simplement. Il y en a un, je vais vous parler parce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu son API, c'est Async Channel. Async Channel, c'est un type qui permet de résoudre le problème du producteur-consommateur ou d'implémenter ce qu'on peut parfois appeler dans des cours de système des boîtes aux lettres pour communiquer entre tâches, mais avec une API qui est vraiment sympa. Donc, à quoi ça ressemble? Imaginons on crée un async channel qui va pouvoir recevoir des strings. Ce qui est intéressant, c'est que le producteur, donc celui qui va venir produire
strings. Donc, imaginons, il fait ses calculs, il a le résultat de son calcul, il l'envoie à la sync channel, donc il fait un send pour dire à la sync channel, j'ai une nouvelle valeur. On remarque qu'il y a un await quand on a fait le send. Et du coup, on peut se douter de quelle va être la suite. C'est qu'on ne pourra pas envoyer une nouvelle valeur tant que la première n'aura pas été traitée. Donc en fait, c'est une file d'attente synchronisée, un async channel, mais qui a l'avantage d'avoir une API très simple qui utilise async await. Donc quand on vient mettre une valeur, on fait await send. Pour venir écouter les valeurs, on fait un for await in du channel, et le channel a une méthode finish une fois qu'on n'a plus besoin d'utiliser que c'est terminé. Et du coup, je vous ai mis un petit exemple de comment on peut utiliser cette API pour implémenter une file d'attente de commandes dans un view model. Je trouve que c'est un moyen sympa pour rendre un view model robuste, un utilisateur qui tape partout comme un fou, de façon assez simple au niveau du code. Donc, je vais un peu zoomer dans le code parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'écris. Alors, c'est l'exemple que j'avais mis dans mes slides la dernière fois. Donc, on imagine qu'on a un écran qui affiche une liste de films qui a été récupérée depuis une API, et on a un peu des actions possibles. Donc, on a une commande qui est fetch initial data, qui sera probablement appelée quand on crée la vue, fetch more data, une fois qu'on a scrollé et qu'on arrive à la fin de la liste, et favorite movie, comme utilisateur met un film en favori, on imagine avec une swipe action. Et on a le view model qui possède son async channel qui va recevoir des commandes, commande étant cet enum. Donc j'ai défini mon ensemble de commandes que mon view model peut gérer et j'ai mon async channel. Et du coup, dans le init de ce view model, je vais créer une tâche. Donc c'est un peu ce qu'on a fait avant. Je fais mon weak self. Je capture aussi le command channel. Comme ça, je peux utiliser sans avoir utilisé self. Comme c'est une constante, c'est safe de le faire parce que ça ne changera pas. La valeur ne changera pas après que la tâche ait été créée. Et donc, je viens lire les commandes qui sont envoyées à mon command channel. Et quand je reçois une commande, eh ben, je viens la dispatcher. Donc, quand c'est fetch initial data, j'appelle fetch initial data, qui est une méthode de mon view model. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce pattern, je peux recevoir plein de commandes, mais je n'en traiterai pas une nouvelle tant que je n'ai pas fini de traiter la première. Et du coup, si on a un user qui spamme la UI, bah, il va spammer la UI, mais au moins, on est sûr qu'on traitera ces actions les unes après les autres et qu'on n'aura pas des bugs un peu subtils, d'états qui se marchent dessus, de race condition, de choses comme ça. Donc, grâce à SyncChain, on peut écouter les commandes et les exécuter les unes après les autres. Et le point qui est vraiment important, c'est les unes après les autres, séquentiellement. Et ensuite, pour la façon dont on implémente les commandes, c'est juste des méthodes async. Donc là, c'est ce qu'on retrouverait si on utilisait async await sans passer par ce async channel qui vient en fait protéger, on pourrait dire, l'interface entre la vue et son view model. Et pour finir, à quoi ça ressemble dans la vue? Donc là, pareil, il y a beaucoup de choses, mais je vais enlever en fait le code de la vue parce que c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est là où on envoie les commandes. Et donc on voit par exemple sur la vue, j'ai un modifier task pour dire quand la vue apparaît, je vais envoyer la commande fetch initial data. Quand je scroll et que j'affiche la dernière cellule, donc si le film que je mets dans la cellule est le dernier du tableau de film que j'ai dans mon view model, j'envoie la commande fetch more data. Si on fait un pull to refresh, j'envoie la commande fetch initial data. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on scroll tout en bas, on lance un fetch more data, et qu'on scroll très vite tout en haut et qu'on fait un pull to refresh, le pull to refresh n'aura lieu qu'une fois qu'on aura ajouté les données en plus. Donc on évite un bug subtil où on a un appel réseau qui récupère la page 2, mais on a fait un pull to refresh, donc on est revenu au début, on a mis des données de la page 2 en plus, mais en ayant perdu le compte, et on ne sait plus du tout où on en est. Donc pour moi, c'est un peu le gros avantage de ce petit type bien sympa. Ben voilà. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Movies View, on peut toujours envoyer des commandes de façon concurrente, rien n'empêche, mais par contre, le view model va les gérer de façon séquentielle. Donc c'est un bon moyen quand on veut rendre une UI plus robuste sans forcément faire trop d'efforts. Si vous savez ce que c'est qu'un écran dans votre app qui est un peu sujet à ce type de problème et que vous ne voulez pas investir trop de temps pour le réparer, Async Channel, c'est un module Swift que vous pouvez mettre dans votre projet et l'utiliser. Et vous pouvez très bien vous dire, j'utilise que Async Channel de Async Algorithm et pas le reste. Ça fonctionnera très bien comme ça. Alors du coup, la question que j'avais mis dans l'intro, qu'est-ce qui est le mieux entre Combine et Async Algorithms? Alors, c'est purement mon point de vue qui n'engage que moi à date des infos qu'on a aujourd'hui. Mon point de vue, c'est que si vraiment on déteste la syntaxe fonctionnelle réactive qui vient avec Combine, Async Algorithm a l'avantage d'offrir une alternative.
Cependant, on a vu qu'il a quand même des pièges qui sont les siens et qui ne sont pas forcément évidents. Donc, si on a l'argument de dire Combine est compliqué à comprendre pour un junior, je ne suis pas sûr que Classic Algorithm soit une meilleure approche pour un junior, vu les pièges subtils qu'il puisse y avoir s'il y a personne pour pouvoir relire le code et bien connaître le sujet. Il est aussi moins battle tested, donc ça veut dire moins de réponses Stack Overflow, moins de ressources, etc. Donc ça m'amène à dire que aujourd'hui, début 2023, avoir un projet qui serait entièrement bâti sur Async Algorithm pour gérer son code asynchrone qui produit des valeurs au fil du temps, c'est un move qui est un peu risqué, mais ça pourrait changer en fait, puisque du coup, prochaine WWDC, on pourrait bien avoir un gros changement. Moi, les visions que j'en ai, c'est quand on voit les vidéos à la WWDC, ils présentent Async Channel, Async Algorithm, complètement indépendamment de SwiftUI. Il manque un peu l'intégration entre les deux. Mais s'ils la rajoutent et qu'elle tourne bien, on pourrait imaginer que Async Algorithm devienne demain le remplaçant par défaut, on va dire, de Combine, en tout cas pour le code qu'on écrit nous dans nos apps. Avec un petit bonus, c'est qu'en plus c'est open source, on peut mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur que Combine, qui lui est closed source. Et je crois que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, comme les gens ont fait le déplacement, je pense qu'ils méritent aussi de voir en avant-première le prochain post d'iOS même. Du coup, je vous l'ai mis. Voilà. Et des petits liens vers Photoroom. On recrute, comme tout le monde, je pense, mais on recrute. Un classique. Alors, je vais pouvoir te porter au superbe exercice du répétage de questions. Allons-y. Pour le live, oui. Dans ton système de channel, tu as essayé d'avoir plusieurs consommateurs pour un producteur? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs consommateurs pour un même producteur? C'est une bonne question. Ils le montrent nulle part dans leurs exemples, ce qui me laisse penser que ce n'est pas forcément une bonne idée. J'aurais envie de dire, on pourrait imaginer un endroit qui consomme les valeurs et qui, pourquoi pas, redispatch à plein d'endroits. Pourquoi pas, envoie des notifications dans tout le système, mais il faudrait quand même qu'il n'y ait qu'une seule boucle for await, parce qu'effectivement, une fois qu'on l'a consommé, et vu que ça reste quand même une file derrière, donc une fois que tu l'as pris, ça y est plus. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il n'y ait qu'un seul consommateur. Donc c'est producteur au pluriel, consommateur au singulier. Ça fait une super feature justement de différenciation par rapport à Combine. Tout à fait. Ouais. Des points particuliers tester le code produit comme ça avec les classes. Alors, la question c'était est-ce qu'il y a des problèmes particuliers pour tester le code produit avec les tâches? Alors, je t'avoue que je n'ai jamais utilisé Async Algorithm en production, c'était plus de l'exploration. J'aurais envie de dire que tous les outils qui permettent de tester de l'async await peuvent être utilisés. On peut mettre n'importe quel test, je crois, async et ça passe. Donc, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Et c'est vrai que je sais que alors moi, je connaissais plus RxSwift que Combine. RxSwift, on pouvait créer carrément des fausses séquences de tests qui envoyaient des valeurs à des timings bien précis. En soi, on peut toujours le simuler, en fait, si on a un timer ou quoi. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'outils de tests qui viennent avec, mais je dis peut-être une bêtise là-dessus. Je n'ai pas particulièrement regardé, en fait. Une autre question. Ouais. Est-ce que tu as vu dans tes tests des problèmes éventuels en matière de pertes mesurés, pas du tout, des endroits où il pourrait y avoir des pertes ou des. Souvent, quand on est sur du test asynchrone comme ça, où il y a des micro-arrêts, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Donc la question c'était, est-ce que dans mes tests, j'ai vu des problèmes de perf? Donc, je pense plus des perfs, par exemple une UI qui ralentirait ou quoi. Donc j'ai pas fait plus complexe que ce que vous avez vu comme exemple. Donc des vues assez simples. Ce qui est difficile, c'est que souvent, tant qu'on l'a pas mis dans une vraie app avec de la vraie charge, c'est compliqué à avoir. J'aurais envie de dire si c'est un problème que quelqu'un, je reformule, si quelqu'un voulait mettre en œuvre et que c'est un problème à venir résoudre avant, dans un truc type value engineering par exemple, on peut imaginer faire une application moquée qui balance plein de trucs dans tous les sens. Et sûrement, s'il y a un problème, on va le voir avant. On va le voir avant, à part si on a vraiment des types très particuliers, mais même des images. En fait, on peut toujours générer des images avec des pixels au hasard et on peut, je pense,
Tu génères une image complètement au hasard, et certes, elle ne pourra rien dire, mais si en termes de taille de données, elle est comme une vraie image, pour un test, ça devrait le faire. Est-ce qu'on a une dernière question? Non? Merci Vincent. Eh ben, merci beaucoup.